Vous avez probablement déjà entendu parler de Boys Love ou de Yaoi, un genre bien connu au Japon mais aussi en France et qui remporte un certain succès tout de même. Mais vous êtes-vous déjà demandé où sont passées les femmes LGBTQIA+, dans les mangas, tout simplement. Si vous êtes sur cette vidéo, il est probable que oui, et du coup, bienvenue. Heureusement pour nous, il existe un genre à peu près équivalent au BL, appelé le yuri. Probablement que vous avez déjà entendu parler de Citrus, qui est l'un des yuri qu'elle fait le plus parler de lui en France ces dernières années. Aujourd'hui, nous allons mettre un peu de lumière sur le yuri, ce genre manga qui traite de l'amour entre femmes, et que j'aime particulièrement. Pour faire cette vidéo, j'ai interrogé quelques lecteurs de yuri de façon anonyme. Vous n'entendrez pas leur voix ici, c'est juste moi, ça m'a aidé pour écrire. Et ensuite j'ai aussi eu la chance de pouvoir discuter avec Julia et Pralinus qui ont fait une conférence il y a de cela quelques mois sur le sujet et qui ont accepté de répondre à mes questions. La vidéo sera donc ponctuée de temps en temps de leurs interventions et j'espère que ça sera aussi enrichissant pour vous que cet échange n'a été enrichissant pour moi. Je vais commencer par parler de l'histoire du yuri, des problèmes rencontrés par ce genre, et on répondra à l'éternelle question, pourquoi est-ce que finalement le yuri reste dans l'ombre du yaoi. Sur ce, c'est parti. Le yuri, c'est quoi? On va commencer par une petite définition du yuri, notamment pour ceux qui sont peut-être tombés sur cette vidéo sans savoir ce que c'est. Et croyez-moi, même les personnes qui savent ce que c'est, je pense que vous devriez rester et écouter cette définition. Pour commencer, le mot yuri signifie littéralement lisse en japonais. Le mot a commencé à être utilisé pour décrire des relations queer entre femmes dans les années 1970. Balasoku, ou Tribu des Roses, le premier magazine commercial japonais pour hommes homosexuels, aurait inventé le terme Yurisoku, ou Tribu des Lys, pour désigner la communauté lesbienne du Japon. Cela a donné naissance au terme d'argot yuri que nous connaissons aujourd'hui. Le yuri présente des relations homosociales ou homosexuelles entre personnages féminins. Loin d'être aussi populaire que le BL, à mon plus grand regret bien entendu, il a une définition finalement qui est un petit peu floue. La définition du BL est très claire, ce sont des mangas avec au minima des relations romantiques entre deux personnages masculins et parfois de façon très explicite. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du romantique, c'est vraiment du cul, voilà. Au contraire, le yuri voit sa définition être particulièrement différente d'une personne à l'autre. Et surtout si vous demandez aux spécialistes marketing de l'industrie de l'animation et du manga au Japon. Certaines définissent le yuri comme toute histoire qui se concentre principalement sur des personnages féminins, qu'il se passe ou non quelque chose de gay. C'est ainsi que les histoires de filles qui s'amusent simplement et ne sont pas gays sont souvent classées dans la catégorie yuri selon les normes de l'industrie. Cette définition englobe toutes les relations avec une proximité sentimentale, d'amitié et ou de skinship entre femmes sans nécessairement les définir comme une activité LGBTQIA+. Le skinship, lui, signifie un rapprochement physique. Cela peut simplement être se tenir la main ou se faire un câlin par exemple, ce qui est plutôt courant dans certaines relations amicales, en tout cas en Occident. D'un autre côté, pour certaines personnes, une œuvre n'est considérée comme yuri uniquement si il y a réellement un contenu queer qui transcende le sous-texte. C'était notamment mon cas avant de faire cette vidéo. Mon avis a un peu changé depuis. Il y a aussi une autre définition que j'ai trouvée particulièrement intéressante. La définition de Friedman est très utile dans ce cas pour mettre fin au débat. En fait, le yuri est un yuri à partir du moment où il est consommé comme un yuri. Et c'est la définition que j'ai fini par utiliser aussi dans ma thèse sur le boys love. Le boys love est du boys love, enfin le yaoi est du yaoi. J'utilise le mot yaoi parce qu'il est plus ancien en France. À partir du moment où il est consommé comme yaoi, ce qui fait que ça peut inclure des œuvres comme tout connement Star Trek parce qu'il a été consommé comme du yaoi en fait. Et, ou Free ou un truc comme ça. Tu peux inclure des choses qui sont un peu floutées et qui sont consommées par une autre partie du public comme autre chose que du yuri ou du yaoi. Ainsi, une question peut devenir récurrente pour les lecteurs assidus du yuri, celle de savoir si leur lecture permettra de découvrir une véritable relation entre femmes ou si cela restera une simple amitié plus. S'agira-t-il d'une amitié d'une intensité suspecte tout au long de la série ou les personnages aspireront-ils à être plus que de simples copines et à développer une véritable relation amoureuse? La grande question.
Maintenant que vous savez ce qu'est le yuri, la grande question c'est de savoir depuis combien de temps est-ce que ça existe. Eh bien pas si longtemps que ça, du moins pour le yuri moderne. Parce qu'en fait ce n'est qu'au cours des dernières décennies que le yuri est devenu un genre à part entière. La première influence possible du yuri a été un genre littéraire appelé es ou encore esu au début des années 1900 dans les romans avec une apogée autour des années 1930. Ce genre se concentrait sur la pratique de relations très fortes entre deux écolières, souvent platoniques mais très romantiques. C'est ce qu'on appelle des relations homosociales. Au Japon, avant la Seconde Guerre mondiale, les filles étaient souvent envoyées dans des écoles réservées aux filles. Ça a évidemment eu un impact très important sur le genre yuri. Les origines du yuri sont en grande partie imprégnées d'amitié romantique entre écolières, reflétant la proximité des filles dans ces environnements entièrement féminins de l'époque. Beaucoup d'histoires de cette époque étaient liées à des amitiés pseudo-romantiques entre senpai et kuai ou entre sœurs, entre grosses guillemets, hein, c'est pas des sœurs, c'est la relation se rapprochait de ça, mais c'est pas le cas. Tout ça a un peu bousillé la nuance entre la romance et l'amitié, ce qui a eu un impact assez important sur le yuri quand même. Et même dans certains yuri modernes, il est parfois difficile de savoir si les personnages s'aiment réellement et développent une relation romantique ou si ce sont simplement des amis qui aiment se regarder profondément dans les yeux d'une façon totalement hétérosexuelle. Voilà. Personnellement, j'aime aussi ce genre de titre, à condition qu'on ait un réel développement dans la relation des deux personnages. Sinon, ça devient juste totalement frustrant. Et je pense que pour que j'aime le titre, il faut aussi qu'il n'y ait pas un moment donné dit dans le manga « Non, mais on est juste amis », parce que là, du coup, ça bousille même mon imaginaire, et là, je ne suis pas contente du tout. Voilà. Dans l'ensemble, la littérature S a montré des relations homosexuelles entre femmes, ce qui était une grande avancée. Cependant, il pouvait être un peu ambigu et était systématiquement traité comme une phase qui se terminait à l'obtention du diplôme, lorsque les étudiantes abandonnaient leur homosexualité et se mariaient avec des hommes. Bon là, je pense que vous voyez le problème. En fait, le S était toléré au Japon, uniquement parce qu'elle prenait fin à un moment donné. Ces histoires yuri étaient réellement considérées comme des fictions. La société restait tolérante sur ce sujet uniquement parce que c'était considéré comme une phase et qu'après, les jeunes filles rentraient dans le droit chemin, c'est-à-dire finissaient avec un homme. Et là, je ne parle pas uniquement du genre yuri, mais aussi de la vie réelle. C'était ok d'avoir une relation homosociale dans une école réservée aux filles parce que, et uniquement parce que, à la fin du cursus, ces filles ne restaient pas ensemble et finissaient avec des hommes. L'homosocialité c'est ok, mais l'homosexualité n'est par contre pas du tout acceptée. Le yuri est finalement hyper représentatif de l'opinion de la société japonaise. Bref, ces amitiés pseudo-romantiques vouées à l'échec entre écolières nous mènent tout droit à la suite de l'histoire colorée du yuri, c'est-à-dire le manga Geishoujo. À partir des années 65, les autrices mangaka ont commencé à introduire des thématiques plus complexes dans l'espace du manga shoujo, écrivant alors des histoires sur la politique, le genre et la sexualité, influencées par la contre-culture des années 1960. On assiste alors à de grands changements et à une grande innovation dans le shoujo manga, en y important de nouveaux genres, de nouvelles thématiques, et de nouvelles techniques. Cette époque est généralement considérée comme étant à l'origine du shoujo manga moderne. Ces mangas, sortis entre 1965 et 1975, ont approfondi la psychologie interne de leurs protagonistes, incorporé des éléments de genre comme l'horreur, la fiction historique, la science-fiction et aussi la romance homosexuelle. Elle présente pour la première fois des personnages queer et androgynes en jetant les bases du genre BL et Yuri. On retrouve alors des titres comme La Rose de Versailles, Onisama-i de Ryoko Ikeda ou Chiroi Eya no Futari de Ryoko Yamagishi. Désolée pour les prononciations. Les influences du S sont fortes dans ses œuvres et vont avoir une influence importante sur les premiers yuri, jusque très récemment d'ailleurs. On retrouve aussi une influence forte de la revue de Takarazuka, une troupe de théâtre féminine où les femmes jouaient également les rôles des hommes. L'esthétique de cette troupe, qui a été très connue, a probablement eu une influence importante sur les autrices et les auteurs. L'un des principaux problèmes des œuvres de cette époque sont tout de même la fin tragique quasi systématique des personnes LGBTQ+.
mais cela reste quand même en phase avec le genre shoujo qui compose beaucoup avec le drame. C'est dans les années 90 que des héroïnes et des héros LGBTQ+, plus modernes, font leur apparition. On assiste d'ailleurs à un yaoi boom et un yuri boom, même s'il est quand même beaucoup plus timide. Dans les années 90, il y a eu le boys love boom, donc le boom du boys love, mais aussi un espèce de yuri boom. Mais pas avec... Pardon ? Une tentative, oui. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même eu un yuri boom pour le public, c'est-à-dire pas avec des productions qui étaient éditorialement targetées comme du yuri, mais avec des productions plus générales qui rencontraient du succès et étaient consommées comme du yuri. On a eu Sailor Moon dans les années 90, mais aussi Utena par Ikuhara qui a réalisé une partie de Sailor Moon, et Maria-sama Gamiteru, donc Maria Mite, qui est mais vraiment un héritier direct du SU pour le coup, avec cette école pour filles et à l'occidental, très très esthétisé, et ces liens, comment dire, c'est toujours plutôt doux, quoi. Et il y a eu un gros public masculin aussi pour ce yuri là. L'une des plus emblématiques de ces héroïnes est probablement Utena, la fillette révolutionnaire. Un manga et un animé souvent salués comme l'une des histoires de yuri les plus marquantes de tous les temps, bien qu'il soit publié dans un magazine de shoujo. D'ailleurs, il a été édité pendant un temps en France par Pika Édition, mais malheureusement est quasiment introuvable aujourd'hui. Le speech en gros, c'est qu'on suit Utena, une étudiante qui a toujours rêvé d'être un prince plutôt qu'une princesse. Sa relation avec Anti, une autre étudiante, occupe une place importante du récit. C'est d'ailleurs une relation qui a marqué le monde LGBT dans les années 90, du moins le monde LGBT qui s'intéresse au manga. Il y a aussi le classique Sailor Moon que je ne connais absolument pas personnellement, voilà, je sais, c'est la honte, pas besoin de me le rappeler. Dans cette œuvre, il existe un véritable couple lesbien entre Sailor Uranus et Sailor Neptune. Bon, en France, c'est quelque chose qu'on trouve surtout dans le manga, parce que dans l'animé, évidemment, bon, on est en France, à cette époque, voilà, tout a été censuré. Bah oui, faudrait pas contaminer les enfants, on sait jamais. Bref, la censure est quand même assez drôle parce que Uranus du coup est un homme qui devient une femme lorsqu'il se transforme en Sailor. C'est probablement un passage qui a dû être très frustrant pour les personnes cis lesbiennes, mais plutôt satisfaisant pour les personnes transgenres finalement. Bref, ce manga est vite devenu une sorte de représentation, voire même un pilier dans le genre yuri, parce que tout simplement les relations entre Sailor ont tendance à être particulièrement ambigu et qu'en plus on a ce fameux couple. Bref, tout ça a fait énormément accrocher le public yuri forcément. On a aussi, et je cite parce que je n'arrive pas à le prononcer sinon, donc on a aussi Maria-sama ga Miteru, qui est un classique en gros des amitiés romantiques du S, avec des écolières qui vont choisir des élèves plus jeunes pour être leur senpai. Il n'y a absolument rien d'explicite là-dedans, on reste dans des relations homosociales, mais ça permet globalement de bien comprendre les origines du yuri. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le sujet de la vidéo, c'est le problème du yuri, et pour l'instant, à part évoquer les origines et l'histoire, on respecte pas trop le sujet de la vidéo. Mais du coup, on y vient, parce qu'en fait, finalement, les origines, l'histoire et la définition du yuri étaient assez importantes pour comprendre tout ce que je vais évoquer après. Aujourd'hui, l'un des principaux problèmes des yuri vient directement des choix faits par les éditeurs et les maisons d'édition qui ont choisi année après année à le vider de sa substance militante afin d'élargir tout simplement la cible de ce genre et de viser un public masculin. Avant les années 90, l'homosexualité est quelque chose de terrible associé à des histoires tragiques. Mais après l'éclatement de la bulle économique japonaise, à la fin des années 90, les éditeurs veulent toujours publier du manga yuri, mais sans le lesbianisme dedans. Voilà. On est bien là ou pas, hein? Eh mon gars, et si on publiait un shonen de baston, mais sans baston dedans? Pardon, mais c'est la même chose pour moi. Hein. De mon point de vue, hein, seulement. Je grossis le trait, mais... c'est l'idée. Au début des années 2000, l'un des rares magazines à prépublier du yuri décide de se séparer en deux. L'objectif, c'est de dédier un magazine pour le public féminin et les yuri
pour les femmes de tout simplement le public masculin et des yuri destinés aux hommes. La version masculine mettait plus accent sur la mignonnerie, le moré, sous-entendu, alors que la version féminine est plus, on va dire, romantique ou ce genre de choses. Mais ils se sont rendus compte que dans tous les cas, les deux publics lisaient les deux magazines quand même. Donc la division ne servait à rien, ils ont décidé de refusionner les deux magazines et en fusionnant les deux magazines, ils ont décidé de mettre l'accent sur le public masculin. C'est-à-dire que au moment de la fusion, donc la nouvelle version du comic Yuri Ime mixte, ils ont sorti un manga qui s'appelle Yuri Danshi qui se concentre en fait sur l'histoire d'un fan de Yuri, donc ses problématiques à lui et la place qu'il a dans la communauté, tout en ignorant du coup en fait les problématiques de fans féminines de Yuri. Ce qui se passe du coup à force de tirer la corde comme ça, notamment avec Yuri Danshi ou d'autres œuvres dans le même style, Yuri, ce genre de choses, le magazine en fait est passé à l'origine du coup d'une cible volontairement féminine donc au tout début, dans les années 2004-2005, en 2019, c'est le dernier chiffre qu'on a réussi à trouver, du coup 70% du lectorat était masculin. Donc à force de faire des appels de pied au lectorat masculin, de fait, ils ont attiré beaucoup plus d'hommes. Bref, ils veulent toucher plus d'hommes en mettant de plus en plus de côté le public féminin, la plupart du temps LGBTQ+. Mais par contre, la grande majorité des œuvres est toujours écrite par des femmes, ce qui est plutôt dissonant finalement sur le marché. En France, c'est pas beaucoup mieux. On a Taifu qui édite le premier Yuri en France, mais qui peine à prendre des décisions face à la confusion qui règne sur le marché japonais. Ils ont pas su, je pense, trop quoi faire de la confusion en fait du Yuri à la fois masculin et du Yuri féminin, et ils ont diffusé ça comme ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des œuvres érotiques, notamment les fameuses œuvres érotiques. Donc ça, c'est beaucoup plus stéréotypé que les œuvres, on va dire, non érotiques. Parce que là, ça s'adresse à des fantasmes sexuels et ce genre de choses. Et du coup, ils ont publié les deux en parallèle. Par exemple, Shoujo Sect de Ken Kurogane. Ça, c'est typiquement pour un lectorat masculin. Ça vient d'un magazine de porn pour hommes. Et Sweet Little Devil de Iku Nanzaki. Ça vient du Yuri-ime Wild Rose. C'était encore à l'époque où, du coup, le Yuri-ime, c'est pour les femmes. Et donc Sweet Little Devil, du coup, ça s'adressait plutôt à un lectorat féminin. Et ils ont publié ça en fait en parallèle, sans vraiment communiquer en fait dessus. Ils ont dit, grosso modo, c'est démerdez-vous un peu. Ouais. Sans vraiment, c'est d'expliquer en fait comment ça marchait en fait le Yuri à l'époque. Donc c'était très flou. Et je pense que du coup, notamment une œuvre comme Shoujo Sect pour le lectorat, ça a dû faire un peu rebutoire pour le lectorat féminin notamment. J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça et qui ont arrêté net en tombant sur des titres comme ça et qui se sont dit le Yuri c'est pas pour moi en fait. Le problème de cette publication un peu tumultueuse, le tout sur son lit de non-communication, c'est qu'on se retrouve rapidement avec des œuvres faites pour les femmes et d'autres faites pour les hommes, complètement mélangées. Et généralement, je fais partie des gens qui ont tendance à dire qu'il ne faut pas mettre d'étiquette pour filles ou pour garçons. Que ça soit pour le manga ou pour d'autres choses. Mais là, dans le cas du Yuri, c'est vrai que c'est parfois nécessaire. En tombant parfois sur des titres à tendance porn qui ciblent en fait des hommes, de nombreux lecteurs et lectrices arrêtent directement leur lecture. Ainsi, le manque de communication et peut-être de compréhension du genre par les maisons d'édition en général ont probablement aussi contribué à la stagnation du genre, dégoûtant parfois une partie du lectorat par un simple choix d'édition. C'est un peu comme si le travail avait été fait qu'en partie finalement. Et je ne suis pas là pour lancer la pierre encore une fois, je cherche juste à comprendre. Chez Asuka, l'autrice Ebine Yamaji est présentée par exemple comme lesbienne, alors qu'elle ne l'est pas, et directement mise en opposition avec le militantisme pro-gay fanatique. À croire que l'éditeur avait peur de se mettre à dos son propre lectorat en publiant un manga gay, alors que c'est le sujet finalement. Il sait éviter les impasses d'un militantisme pro-gay fanatique. Le militantisme pro-gay fanatique. Et s'inscrit simplement dans la formation naturelle du droit à la différence. C'était le militantisme pro-gay fanatique. En fait, c'est encore une fois un éditeur qui vide le Yuri de sa substance militante, qui pourtant est là dans son ADN, dans ses racines.
Et ben voilà, c'était très irritant. Quand je suis tombée dessus, j'étais très irritée. Ça se ressent encore un peu, j'ai l'impression. Bah écoute, enfin quand même, militantisme pro-gay fanatique, ça va pas la tête, enfin bon. D'autres éditeurs en France s'attaquent au yuri, comme Kana avec Blooming to You, qui est prépublié dans un magazine de shonen. C'est un yuri à destination plutôt des hommes, mais sa prépublication dans un magazine de shonen est surtout liée au manque de magazines spécialisés dans le domaine. Kana a la bonne idée de classer ça en shoujo, on sait pas trop pourquoi. Ah oui, c'est de la romance, donc on va le classer en shoujo. Voilà, c'est toujours ce petit cliché. Après, le problème, c'est que le classer en shonen, je pense qu'effectivement, les gens n'auraient pas compris non plus. Donc encore une fois, c'est un peu ce truc, c'est très brouillon sur le marché japonais, donc en France c'est tout aussi brouillon. Et ensuite on a Akata qui fait figure de très bon élève, et d'ailleurs toutes les personnes que j'ai interrogées ont l'air de porter Akata très haut dans leur cœur, voilà. Bref, ils ont toujours cette ligne édito de publier des mangas avec un impact social. Pour le coup, ils vont publier des yuri dans leur collection générale avec des véritables thématiques militantes, comme par exemple avec Entre nos mains qui va parler de yuri forcément et de violence conjugale aussi. Mais à côté on a toujours des maisons d'édition qui publient des yuri en faisant passer ça pour des romances mignonnes mais qui en fait sont plutôt là pour allumer les mecs et ressemblent presque à du soft porn. Demain le futur de Noévé là, qui est censé sortir en janvier je crois, et qui là on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire c'est une œuvre complètement adressée aux mecs, dans le sens, enfin, moi je vois c'est du soft porn mais qui ne s'assume pas. Et c'est une fille qui s'amuse à allumer une autre fille en fait. C'est que pendant 4 tomes ou 5 tomes, j'ai arrêté après le premier. Un truc adolescent. Oui, ouais, c'est ça, c'est les premiers amours et tout ça, pendant que la fille fait des poses pas possibles, elle écarte les cuisses devant l'autre, enfin des trucs, tu fais ok, d'accord. Enfin, c'est un truc bien mal gaze, je trouve, et bien. Toxique, si ça arrive IRL, tu sais, genre. C'est ça, et c'est surtout c'est un fantasme de qu'est-ce que, enfin, d'une femme, enfin voilà, comment une femme allume une autre femme, c'est un peu, je sais pas, enfin moi j'ai pas essayé d'allumer une autre femme, c'est pas trop mon délire, mais ça me paraît un peu, enfin ça me paraît improbable en fait. J'ai vu plusieurs commentaires qui disent qu'elle ressemble pas à une lycéenne de son âge là, de 15-16 ans, qui essaye de draguer de façon awkward une autre, quoi. Là non, c'est vraiment elle rentre dedans, quoi. C'est pas possible. Bon bref, c'était un petit pic. Donc qu'en 2024 on recommence une nouvelle collection Yuri avec ça, ça fait peur, quoi. Bien sûr, le yuri a aussi des origines dans le porn et ne doit pas être ignoré. Le but c'est pas du tout d'effacer ses origines. Pour autant, communiquer dessus et expliquer ce que contient une œuvre pourrait permettre à beaucoup de lecteurs de renouer avec le genre et potentiellement au genre de se vendre beaucoup plus. La difficulté du yuri à trouver son lectorat vient aussi de sa cible éditoriale qui est très mal définie. Comme on l'a vu avant, elle n'est pas vraiment genrée et en plus de ça, il n'y a pas de tranche d'âge cible. Un peu tout type de personnes lisent du yuri. Finalement, le yuri s'adresse aux fans de yuri, rendant son entrée aux non-initiés parfois un peu compliquée. Cette difficulté à trouver sa cible édito vient bien entendu aussi des origines complexes dont je parlais au départ. Entre le magazine gay qui invente le terme yuri, le SU ou encore tout simplement des magazines parfois lesbiens, lifestyle qui publient du manga yuri, et bien sûr la branche shoujo qui, encore une fois, reprend le SU. Bref, le yuri a des origines ultra complexes, rendant du coup la distribution complexe et confuse. On a d'abord une cible édito plutôt féminine qui descend directement du shoujo manga, avec des titres comme Utena ou encore Sailor Moon. Puis à côté, on a une ligne plutôt masculine qui prend essence dans les années 60, avec des mangas plutôt d'ordre érotique. C'est dans les années 80 qu'on commence à avoir des histoires dédiées au yuri avec le bishoujo. Pour avoir du contenu yuri central, comme élément central du manga, il faut attendre le boom du bishoujo manga, c'est-à-dire au début des années 80, où là, les mangaka décident de se focaliser sur la figure de la fille mignonne, une espèce d'idéal de la fille mignonne. Et forcément, là, on peut commencer à mettre plusieurs filles mignonnes ensemble, tant qu'à faire. Et ça s'est bien développé dans ce milieu-là. Donc là, c'est là où on a commencé à avoir une bonne grosse scène yuri. C'est très lié au comiquette d'ailleurs, faut savoir ça. La principale œuvre yuri de ce milieu-là, du milieu bishoujo des années 80, c'est un animé qui s'appelle Crime Lemon Escalation.
Donc ça c'est un porno, pour faire simple. C'est un porno qui va reprendre tous les codes du SE. Donc ça va se passer dans une école catholique pour filles avec les Onesama et les petites sœurs, etc., etc. Sauf qu'ils ont transformé ça en Pornhouse BDSM. Donc les Onesama c'est des dominatrix et puis les petites sœurs ça deviennent des héros soumises et c'est assez rigolo à regarder comme animé, j'aime bien. Et voilà, ça a quand même pas mal marqué son temps à cette époque-là. Et là, on intègre toute la culture, on va dire moé, le mignon, etc. Donc ouais, le Bishoujo, c'était quand même une parodie du shoujo en fait à l'origine. Donc c'est là on a repris le kawaii du shoujo et on l'a transformé en bishoujo, en moé, pour un lectorat masculin. Bon, globalement, dans les années 80, c'est du porn, et on commence à avoir des histoires centrées autour du yuri qui ne sont pas de type pornographique dans les années 90. Finalement, le manga yuri pour le public masculin est divisé en 3 branches. Le moe, avec des filles très mignonnes, le côté parodique du S avec les filles dans une école que pour filles, et enfin le côté plus érotique et pornographique. Tout ça pour dire que le yuri est difficilement classable en comparaison de ce qui existe actuellement sur le marché du manga. On a plusieurs racines avec un public mixte qui a des attentes parfois très différentes. Ça le rend difficile à catégoriser tant dans l'édition que dans le rangement. En effet, en termes de rangement, là où le BL va venir s'accoler à côté des mangas qui ont un public plutôt féminin, donc souvent à côté du shoujo, puisque ses origines viennent aussi du shoujo, le yuri, lui, ne va ni sur les étagères pour les femmes, ni sur les étagères pour les hommes. Et dans un pays qui aime mettre des étiquettes un peu partout, le yuri fait un peu figure d'extraterrestre. D'autant plus que, comme on l'a vu, le yuri va du manga très mignon, très mauvais, de jeunes filles adolescentes, à tout simplement du manga pornographique. Donc encore une fois, c'est difficile à poser sur une étagère pour un libraire. Malgré tout, on garde ce cliché de la femme éternellement vierge, ça fait partie des codes du yuri, et oui, même si le yuri a une tendance pornographique et qu'il y a des rapports sexuels. Voilà, c'est bien connu, si une femme couche pas avec un homme, elle est toujours vierge. Voilà, quoi qu'il arrive. Y a pas de débat là-dessus, voyons. Enfin... Je me fatigue. Bref, vous l'aurez compris, tous ces éléments rendent le yuri difficile à aborder tant pour les éditeurs que pour les lecteurs. Désolée, j'ai pas l'habitude de m'attacher les cheveux en vidéo, mais je me suis fait percer les oreilles et là je sens que ça commence à chauffer un petit peu, donc j'attache, voilà. Il est bien sûr difficile de parler de yuri sans y inclure une partie qui parle du lesbianisme. Et pourtant, un autre problème qu'on a évoqué rapidement un petit peu avant, c'est cette volonté des maisons d'édition d'exclure de plus en plus le lesbianisme des yuri. Alors que le yuri est intrinsèquement lesbien de par sa nature et de par ses origines, puisque rappelons-le, son nom vient littéralement du monde LGBT+, et d'un magazine gay qui a inventé ce terme. Ça peut être un problème parce que ça impose un regard très masculin sur ses œuvres, avec cette partie très fantasmée par le désir des hommes, et ça retire une partie du regard féminin alors qu'on parle réellement de couple de femmes. Évidemment, le souci n'est pas qu'il y ait un regard masculin, les hommes peuvent très bien lire du yuri, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est plutôt le fait qu'on retire petit à petit l'aspect féminin. On essaye finalement d'invisibiliser les femmes dans un média qui de base est profondément féminin. Et un élément dont Julia et Pralinus m'ont parlé et dont je n'avais absolument pas pensé, c'est que ce regard masculin n'est pas forcément celui qu'on pense. C'est un sociologue, Kazuo Kumata, qui avait étudié le public notamment de Marimite, donc un manga plutôt destiné, enfin un light novel à l'origine destiné à un public féminin, mais qui a eu un grand succès auprès de fans masculins aussi. Et notamment en étudiant leur comportement sur internet, etc., les discussions qu'ils ont, on a plusieurs qui déclaraient vouloir se réincarner en femme pour pouvoir aller dans l'école de Marimite. Ça en dit beaucoup sur leur propre identité en fait genrée, dans le sens qu'ils se reconnaissent pas forcément. En fait, ils idéalisent ce qu'est la féminité et ils trouvent ça enviable. Ouais, plutôt enviable d'être une femme par rapport à cet idéal. À l'intérieur, il y a sûrement des femmes trans
D'autres, c'est des personnes plus ambiguës, non binaires ou qui sont un peu paumées, j'imagine. Ou des personnes qui ne se plaisent tout simplement, des hommes qui ne se plaisent pas dans le patriarcat, c'est possible aussi, tout simplement. Donc même le public masculin fan de Yuri n'a pas forcément un regard masculin patriarcal, et qu'il y a des potentialités queer à ce niveau-là aussi, qui n'est pas à exclure du coup. Bon, et maintenant, la grande question, pourquoi le Yuri reste dans l'ombre du BL ? C'est un peu la question existentielle de tout bon fan de Yuri. Pourquoi est-ce que le Yuri reste dans l'ombre du BL et pourquoi cette niche ne se développe pas finalement? À l'heure où je tourne, je suis allée à ma librairie pas plus tard que ce week-end et ils me disaient qu'ils avaient eu plus de 15 titres de BL qui est sorti juste la semaine dernière. Voilà, 15 titres en Yuri en France, ça serait une super bonne année, hein, et vraiment j'abuse presque, 15 titres Yuri en une année, ça serait juste énorme. Et bah dans le BL, c'est en une semaine, voilà. Et bien en fait, le BL crée un espace sans le regard masculin hétéro, ce qui lui a permis de se développer beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement, car le patriarcat n'intervient pas vraiment dans ces mangas. Là où, comme on le disait avant, le Yuri, lui, a un regard masculin sur lui. Le Boys Love crée véritablement un espace féminin, même si ce sont des personnages masculins qui sont mis en scène, c'est un espace féminin où le regard masculin hétérosexuel est absent, en fait, puisque le regard masculin hétérosexuel, hétéropatriarcal, hétéronormé ne peut pas fétichiser de corps masculin, ce qui est la base du BL, en fait, du yaoi, alors que le Yuri a un public mixte, qui est aussi très intéressant, mais ça permet au regard masculin hétérosexuel d'exister. Là où effectivement il y a un public mixte pour le Boys Love, mais ça va être un public mixte avec des hommes queer en fait. Pas avec des... Il y a quelques petits hommes hétéros qui se baladent là-dedans évidemment, mais c'est pas les hommes qui ont le regard male gazy le plus chargé, le plus normé, je pense. Tandis que le Yuri doit évoluer avec un regard mixte qui est soumis à la misogynie. Bien sûr celle des hommes et du patriarcat, mais aussi celle des femmes qui est davantage intériorisée et qui malheureusement a tout de même un impact important sur les histoires. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup d'autrices, cette espèce misogynie intériorisée, c'est-à-dire que les femmes c'est inférieur, c'est dégoûtant, c'est pas propre, etc. qu'elles ont. Ça peut avoir aussi un effet repoussoir du coup chez certaines lectrices qui du coup ne voient pas l'intérêt en fait dans les corps féminins, parce qu'elles sont dégoûtées de leur propre corps et par extension du coup du corps des autres femmes. Outre ce problème de regard masculin, il y a aussi toute cette misogynie qui peut être intériorisée et qui peut faire un repoussoir. En plus de ça, la réalité des femmes au Japon, qui limite énormément les femmes socialement, que ce soit par leurs actions ou encore leur caractère, fait que les autrices se retrouvent souvent avec une impression de prison dans leur création. Dessiner et écrire les hommes est plus simple et moins limitant. Il y a un véritable sentiment de liberté lorsqu'on écrit du BL, alors que dans le Yuri, c'est un peu différent. Le Boys Love, lui, offre un espace de liberté, parce que du coup, le corps masculin, c'est le corps qui est dominant dans la société patriarcale, et du coup, il a une très grande liberté d'action, que ce soit sociale, et beaucoup d'autrices, notamment, se sont retrouvées dans le Boys Love grâce à ça. Typiquement Moto Hagio, c'était totalement son cas. Elle, les protagonistes féminins, elle trouve ça très oppressant à dessiner, parce qu'en fait elle n'arrive pas à les dessiner parce qu'ils sont trop limités en fait socialement. Elle n'arrive pas à dessiner des personnages féminins qui sont libres, au contraire des personnages masculins où du coup elle peut faire ce qu'elle veut en fait avec les personnages masculins, et il y a beaucoup d'autrices et de lectrices qui se retrouvent là-dedans. Un grand truc du Boys Love, c'est que les personnages masculins dans le Boys Love, en fait c'est des hommes dans les corps des femmes dans les corps d'hommes. Je pense pas que ce soit à généraliser à tout le Boys Love. Oui. Il a beaucoup évolué, mais en tout cas le Boys Love des années, le proto Boys Love, le Shonenai des années 70 qui a participé à créer Moto Hagio, c'est tout à fait ça. Elle parle notamment du fait que les héros masculins peuvent sauter par la fenêtre, peuvent faire des trucs comme ça. Les héroïnes, non, c'est pas possible. Donc il y a cette prise de liberté par les figures masculines, et aujourd'hui je pense que le Boys Love a autant eu du succès parce qu'il peut toucher à tous les genres. C'est pour moi un parasite, au sens où comme les personnages masculins sont absolument partout dans tous les domaines de fiction, on peut se l'approprier et en faire du Boys Love. On peut s'approprier tous les domaines de fiction de ce fait, alors que le Yuri, on le voit, est encore réduit quand même pour une grande
grande partie de ces histoires à des récits d'école, des récits qui découlent encore du SE, quoi. De ce fait, là où le BL peut toucher à tous les genres, action, drame, fantastique, etc., le Yuri continue de se développer dans sa petite niche de comédie slice of life le plus souvent, toujours à l'école avec les restes de l'influence du SU. Tout cela mélangé avec la confusion autour de la cible du Yuri, comme on en parlait plus tôt, avec encore une fois des femmes qui pensent que le Yuri est pour les hommes. Le lien du Yuri avec le porn qui peut aussi repousser certains lecteurs et le manque de communication des maisons d'édition sur le sujet. Bref, tout ça mélangé, ça fait une jolie recette qui fait que le Yuri n'arrive pas à émerger, alors que des œuvres incroyables et adorables existent dans ce domaine. Mais heureusement, des autrices vont à contre-courant et ont choisi d'utiliser leurs plumes pour dénoncer et libérer les femmes au travers du Yuri. Se libérer du désir masculin en exprimant et explorant uniquement la sexualité féminine. C'est le contrepoint de Moto Hagio, c'est que certaines autrices, au contraire, utilisent le Yuri comme une méthode de libération des femmes, parce que typiquement là, on prend Taishi Zao et Eiki qui ont été cités dans un article. Elle considère que le Yuri permet d'explorer la sexualité féminine sans la présence des hommes. Et ça leur permet du coup d'exprimer leur insatisfaction auprès des hommes et d'explorer du coup les désirs féminins qui ne soient pas parasités du coup par le désir masculin. Du coup, pour elle, c'est une forme d'affirmation féministe, d'affirmation d'une sexualité féminine sans qu'il y ait besoin sans qu'il y ait une autorité masculine qui serait là. Après, du coup, il y a tout ce qui va être critique du patriarcat qu'on peut retrouver dans certains Yuri. Et ça, c'est toi qui en parles, yes. c'est sûr. Taishi Zao et Eiki, c'est intéressant, Ouais. c'est qu'elles sont aussi autrices de Boys Love, en fait. Du coup, et quand même, elles trouvent que le Yuri, c'est ça qui est libérateur. Donc, c'est intéressant. Mais du coup, oui, dans certains Yuri, c'est vraiment explicite, notamment les Yuri qu'on retrouve chez Akata. Il y a une critique explicite du patriarcat. Certaines autrices vont même explicitement critiquer le patriarcat au travers de leurs œuvres, comme avec Entre nos mains, édité chez Akata, et le manga Octave de Haru Ikayama. Donc malgré tout ça, il y a un potentiel énorme qui se dessine dans le Yuri. Des œuvres de plus en plus diversifiées qui critiquent la société, proposent des personnages au genre et à la sexualité variés, mais aussi des physiques et âges qui commencent à évoluer et à sortir des clichés. Certains Yuri commencent aussi à explorer de nouveaux genres et à sortir de la case slice of life comme a pu le faire le yaoi il y a des années. Reste à espérer que l'on verra ces titres édités en France un jour ou l'autre. Même si beaucoup de choses sont encore confuses, la mouvance du genre laisse présager du bon pour le futur. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous pourrons aussi lire un tas d'histoires Yuri. Cela me semble en bonne voie avec des maisons d'édition comme Akata et Meian qui se penchent de plus en plus sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'aime le Yuri depuis longtemps et j'espère avoir pu rendre honneur à ce genre qui me tient tant à cœur. Maintenant, tout ce que je demande, c'est de pouvoir encore découvrir des histoires touchantes et prenantes dans les mois et années qui viennent. Pour cela, je compte sur les maisons d'édition pour nous choisir des pépites à éditer chez nous et sur vous, les spectateurs de cette vidéo, pour continuer à faire vivre ces œuvres en les lisant et en les partageant. C'est la fin de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un grand merci à Julia et Pralinus pour m'avoir consacré énormément de temps pour cette vidéo. Vraiment, merci à vous deux. Évidemment, tous leurs réseaux sont en description, donc n'hésitez pas à aller voir leur travail également. Merci également au Discord Lily Révolution qui m'ont accueilli et ont répondu gentiment à mes questions, ont partagé aussi certaines infos qui m'ont été utiles et à certains d'entre eux qui ont bien voulu répondre à mes questions de façon anonyme. Pareil, leurs réseaux sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire, ça me ferait très plaisir de connaître vos lectures préférées Yuri et vos recos de ce genre. Je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres contenus. Et sur ce, à tchuss tout le monde!